Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est donc l'édition de Scène de Presse. Nous sommes le 25 février 2024. Depuis le 1er février, la mesure annonçant la hausse des prix des carburants à la pompe est effective. Elle est de 15% pour le super et le gasoil. L'on attendait les mesures d'accompagnement du gouvernement pour faire face à la vie chère et cette semaine, des décrets ont été signés. L'un porte revalorisation de la rémunération mensuelle de base des personnels civils et militaires à un taux moyen de 5,2%. L'autre est relatif à la revalorisation des allocations familiales servies aux travailleurs. Par ailleurs, le ministère du Travail a entamé des négociations avec les syndicats pour les nouveaux tarifs du transport urbain et interurbain. Toute proportion gardée, l'on pourrait se demander si les mesures d'accompagnement, non négligeables, si ces mesures prises sont donc de nature à atténuer le coût de la vie élevé. L'augmentation de 5% du solde des agents publics peut-elle neutraliser l'inflation projetée à 7% en 2024? Quelle solution pour soulager les Camerounais du coût élevé de la vie? Scène de presse ce soir aborde également un dernier tableau sur la question relative à l'organisation régulière des salons d'affaires au Cameroun. La fin de la 9e édition de Promote ce dimanche nous donne d'interroger l'impact de ces salons sur l'économie nationale. Nous parlons de Promote, nous parlons aussi du SAGO, le Salon de l'action gouvernementale, dont la dernière édition a eu lieu en juillet 2023 au Palais des Sports de Yaoundé. Pour discuter de tous ces sujets, nous bénéficions de la participation de Soulé Onoviolo qui est à ma gauche. Bonsoir Soulé. Bonsoir Séverin, bonsoir à tous les co-discutants. Merci de m'avoir convié à ce banquet. Nous espérons pouvoir, au vu, n'est-ce pas, des thèmes que vous avez annoncés, que nous pourrions être à la hauteur. Mais si vous me permettez, je voudrais une fois de plus m'incliner devant la dépouille d'un grand maître qui a été porté en terre le 17 février, à savoir le savant, l'homme d'État Joseph Oona. Le savant est mort, vive le maître, parce que ses disciples vont continuer, n'est-ce pas, le travail, les enseignements qu'il a si bien, n'est-ce pas, élaborés durant son séjour sur Terre. On s'associe à ce témoignage, c'est un grand témoignage. Merci beaucoup Soulé. Tout à côté de vous, Patrice Assiga Yéné, bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir également à tous ceux qui nous regardent. Merci de répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes mandataire du gouvernement, chef du projet SAGO. Le SAGO, c'est le Salon de l'action gouvernementale. Isaac Bissala, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de la CATV. Syndicaliste bien connu, il est le président de l'Union générale des travailleurs du Cameroun. Vous étiez aux négociations cette semaine? Oui, j'ai assisté à toutes les négociations, que ce soit à la CSPH ou bien au ministère du Travail. Merci d'être là. Et enfin, je présente Thierry Ndon. Bonsoir Thierry. Bonsoir Séverin, bonsoir à tout le panel et surtout bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Et je dis merci pour l'invitation. Thierry est directeur de publication, fait partie de l'équipe qui organise Promote. Alors c'est fini Thierry. On va dire qu'on a atteint un tout petit peu les objectifs. C'est vrai, ça a pris fin aujourd'hui. Alors, je précise, directeur de publication du journal Intégration, qui désormais a aussi une radio, Radio Intégration, une web radio. Alors, Promote s'achève aujourd'hui, ou s'est achevé il y a quelques heures, et on peut dire d'emblée que ça s'est bien passé. Nous avons accueilli environ 1000 entreprises, un peu plus même, qui ont occupé la partie basse et la partie haute du Palais des Congrès. L'événement, pour préciser, le salon d'affaires Promote est placé sous le haut patronage du chef de l'État. Le ministère du Commerce en est le mandant et la Fondation internationale Interprogress en est l'organisateur mandaté. Et donc, je peux vous dire que ce salon a accueilli du beau monde et du grand monde. Vendredi dernier, par exemple, nous avons vu le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Gongo, et un certain nombre de ministres qui sont venus pour visiter Promote. Par 2 décrets signés le 21 février 2024, le président de la République, le président Paul Biya, revoit à la hausse
les allocations familiales et salaires des agents publics. Dans le premier décret, le chef de l'État fixe à 4 500 francs par enfant à charge et par mois les allocations familiales servies aux travailleurs par la Caisse nationale de prévoyance sociale et par le ministère des Finances, ce qui consacre une hausse donc des allocations familiales de plus de 60% par rapport aux 2800 payés jusqu'ici. Dans le deuxième décret, le président Paul Biya revalorise la rémunération mensuelle de base des personnels civils et militaires à 5%. Cette nouvelle revalorisation, qui intervient à l'espace d'un an, 5,2% en 2023, est effective depuis le 1er février 2024. De l'avis du gouvernement, la revalorisation des salaires a pour but de pouvoir garantir le pouvoir d'achat des consommateurs face à des mesures visant à préserver les équilibres budgétaires face à la flambée des prix des produits pétroliers sur le marché international. Soulé, cet avis, il est partagé? Cet avis, en fait, je ne le partage pas. Parce que c'est le gouvernement? Non, pas parce que c'est le gouvernement, parce qu'il est faux sur le terrain. Vraiment, il faut d'entrée de jeu le dire. Déjà, on a le sentiment... Mais les fonctionnaires n'ont pas encore eu l'argent, non? Comment vous savez que c'est faux? Vous avez déjà les effets? Non, je n'ai pas dit que le gouvernement ne va pas payer. Je n'ai pas dit que l'État ne va pas payer. Mais répondre, n'est-ce pas, à la vie chère, augmenter le panier de la ménagère, c'est là le problème. Et c'est pour ça que je dis, l'État ou bien le gouvernement, ceux qui ont fait, n'est-ce pas, versent dans le ponce-pilatisme. C'est même les sbroufs, ils savent que ça ne peut pas, mais ils le font. Est-ce que le gouvernement n'est pas réaliste, Thierry Ndong, en fixant cette hausse à 5,2%? Le gouvernement, excusez-moi, le gouvernement, à travers le président de la République, depuis très longtemps, s'est engagé à faire une chose. Si je promets 100 francs, je donne 100 francs. Donc, il faut distinguer les deux choses, n'est-ce pas? Parce que ce que le Cameroun est en crise, l'État du Cameroun dit, OK, je vous donne un salaire de 10 000. Je vous le donne, les 10 000. N'est-ce pas? Ça, c'est une chose. Et depuis très longtemps, d'ailleurs, le président de la République a tenu à ce que cela soit fait. Et de moins en moins, on voit des gens qui vous disent que je copie, n'est-ce pas, sous le poids des arriérés des salaires. Ça, c'est un fait. Mais la question que vous avez posée, est-ce que les arguments avancés, n'est-ce pas, peuvent être, n'est-ce pas, un élément de réponse à la vie chère? On va poser la question à Thierry aussi. Vous savez, le gouvernement promet ce qu'il est en mesure de payer. Mais, comme disait Soulé tout à l'heure, la réalité sur le terrain montre très bien qu'il y a encore des efforts à faire. Le taux d'inflation projeté pour cette année est de 7%. On se serait aussi attendu que la revalorisation soit à tout le moins à 7%. Moi, j'aurais, si l'État avait des moyens, 10%, ça aurait permis au pouvoir d'achat d'avoir une consistance. N'oublions pas une chose, c'est que depuis pratiquement Covid, il y a eu une augmentation du coût de la vie. Cela n'est pas propre au Cameroun. Même en Occident, on a bien vu que les conséquences de Covid-19 ont érodé le pouvoir d'achat des populations. Et c'est pour cela que vous avez vu, je prends toujours le cas de la France, avec les gilets jaunes qui seront descendus dans la rue pour dire on n'en peut plus. Et très récemment, je veux dire, il y a 2 semaines ou 3 semaines, ce sont les agriculteurs qui étaient dans la rue pour dire on ne s'en sort plus. Donc, cela est vrai partout dans le monde, cela est vrai au Cameroun. On peut comprendre le gouvernement, mais nous disons, puisque nous sommes au contact quotidien de ces populations, puisque nous-mêmes nous vivons ça dans notre chair, on comprend, mais on est dans une quadrature du siècle qui est un casse-tête pour tout le monde. Voilà ce que je peux dire sur cette problématique-là. Patrice, le gouvernement pouvait aller plus loin que ça? Vous savez, ce n'est pas véritablement une augmentation tant qu'on n'a pas atteint
la dernière coupe de 1994. Donc il faudrait quand même que des efforts soient faits pour que les Camerounais ressentent véritablement qu'il y a eu augmentation, parce que s'il faut comparer entre ce qui a été enlevé et ce qui a été augmenté, je pense qu'il y a des choses à faire. Mais les contraintes sont là. Il y a un problème de rareté des ressources. Le ministère des Finances, je pense bien, à travers, si vous avez lu la loi des finances, vous comprenez qu'il y a quand même de nouvelles assiettes fiscales qui vont permettre de mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir payer, parce qu'il y a quand même ces inquiétudes. Est-ce que ça sera fait ou cela ne sera pas fait? Donc, je me dis, le ministère des Finances a d'ailleurs déclaré que ses équipes élues étaient prêtes pour pouvoir payer cela. Maintenant, je voudrais quand même aussi attirer l'attention de ces pouvoirs publics-là pour interpeller les relations qu'ils entretiennent avec le secteur privé qui contribue quand même, parce que lorsque l'État décide d'augmenter les salaires, c'est parce que l'État s'attend à ce que les entreprises payent les impôts, qu'il y ait suffisamment de ressources pour pouvoir par la suite financer le développement, les grands projets et même l'augmentation des salaires. Donc à améliorer la coopération et aussi à revoir au niveau des multinationales qui doivent quand même sortir du capitalisme pour peut-être un peu ajouter du socialisme en redistribuant tout ce qu'elles ont pu collecter ou amasser depuis toutes ces années, afin que les Camerounais puissent un peu sourire. Alors, derrière ce qui arrive, parfois on l'oublie, il y a un travail de négociation, il y a des organisations syndicales qui entrent en jeu, qui discutent avec le chef du gouvernement. Nous avons la chance d'avoir M. Isaac Bissala sur ce plateau. Une première lecture de ce qui a été fait. Bon, disons que, comme vous l'avez dit, tout passe par la négociation. J'entends dire le gouvernement est un partenaire. Et lorsqu'on a augmenté, par exemple, les produits pétroliers, les mesures d'accompagnement devaient être négociées entre les parties. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais au Cameroun, on a ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la fonction publique. Le Conseil supérieur de la fonction publique a qualité de négocier les rémunérations des fonctionnaires. Ce qui veut dire qu'il faut laisser les négociations au niveau de ce conseil pour pouvoir déterminer, en tenant compte de certains déterminants, pour qu'on essaie de voir exactement que si c'est 5%, ou bien c'est 10%, ou bien c'est 25%. Vous avez le sentiment que ça a été choisi Non, ça a été décidé seul. Le gouvernement a décidé que les petits pétroliers seront augmentés de 5%, de 15%, et que 5%, c'est ce que le ministère des Finances peut payer, peut ajouter aux fonctionnaires. C'est le gouvernement seul qui décide. Il n'y a aucune négociation là-dessus. C'est en fonction de ses disponibilités aussi, même si sous les semblait dire que peut-être qu'on pourrait aller au-delà de cela. Mais oui, mais il faut toujours négocier. Il faut prendre un engagement qu'on peut tenir à la fin. Oui, mais aller négocier ne veut pas dire que c'est... Non, on s'entend. Il y a des déterminants, il y a des analyses économiques, beaucoup de choses qui rentrent là-dedans pour montrer aux fonctionnaires, aux agents publics que, bon, voilà, ce qu'on ne peut que vous donner parce que voilà la situation. C'est vrai qu'il faut féliciter l'actuel ministre des Finances qui a quand même cisaillé, qui a quand même cherché à démanteler certains réseaux pour aboutir aujourd'hui à un paiement régulier de pratiquement 120 milliards par mois aux administrations publiques, à la fonction publique. Ça, il faut le saluer. Mais ce qu'on doit dire, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire. Parce qu'il y a la dispersion des fonds. Parce que le Cameroun n'a pas encore la maîtrise, n'est-ce pas, de la sécurité de la collecte, de la sécurité de la dépense. Il y a des endroits où vous allez, vous faites votre chose ou bien vos choses, vous payez de l'argent, mais ça ne va pas dans l'assiette collective. Il y a cette dispersion de l'argent fait en sorte que le Cameroun cherche encore sa marque. Et il faut même encore aller plus loin.
il y a la qualité de la dépense et l'utilité de la dépense. Souvenez-vous, dans les années, je crois, la décennie 80-90, quand le président de la République dit qu'il faut serrer la ceinture, n'est-ce pas? Il faut retrousser les manches. Beaucoup de gens ont adhéré à ces discours. Nous, par exemple, qui sommes nés retraités, ça veut dire qu'on n'a jamais émergé à la fonction publique. Mais, par contre, il y a des gens, n'est-ce pas, dans l'administration qui ont davantage fait galoper leur train de vie. Ça fait qu'on a simplement déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Vous savez, l'augmentation des salaires est étroitement liée à la croissance économique qui est une ambition affichée du gouvernement. Et donc, on a espoir que l'ensemble des réformes mises en place par le ministère des Finances, on a parlé par exemple du compte unique, du Trésor, qui permettra justement de centraliser toutes ces ressources et peut-être d'ici l'année prochaine, je me dis que si le gouvernement, à travers tous ces éléments qui ont été annoncés, toutes ces réformes, on fera le bilan et qui sait, peut-être en janvier 2025, on aura des nouvelles qui nous permettront peut-être de tendre vers la perfection, c'est-à-dire vers l'augmentation des revenus aux ménages. Oui, moi ce que j'ai dit, je ne peux pas dire que le gouvernement, ce que le gouvernement a donné, pouvait faire mieux ou bien pouvait faire moins. Non, je vous dis, c'est lors de la sortie des négociations. Ça veut dire que lorsque vous êtes en négociation, le gouvernement est en négociation avec les représentants des syndicats de la fonction publique. Le gouvernement met sur la table ses difficultés. Voilà les difficultés que j'ai. Au vu de ces difficultés, voilà ce que je peux donner. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est de ça qu'il s'agit. Aussi, moi je pense qu'il y a de la négociation, mais il y a également des réalités connues. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle quand même des ressources. Le Cameroun fait face quand même à des problèmes. Vous avez une crise dans nos eaux qui est chiffrée à plus de 2000 milliards, qu'on a déjà dépensé là-dessus. Nous venons d'organiser la CAN. Et bien d'autres où l'État s'est véritablement endetté. Et donc, la volonté est là, mais il y a également ces engagements auxquels... Vous ne me comprenez pas. Je dis que c'est ça que le gouvernement met sur la table pour dire que voilà les dépenses, voilà les charges, voilà ce que j'ai fait. Et de tout ce que j'ai fait, je ne peux dégager que 5%. Alors, si les syndicalistes ont d'autres éléments aussi, oui, vous avez fait, mais vous pouvez quand même faire ceci, cela. C'est ça la négociation. C'est en négociation. Je ne peux pas vous dire ici que je ne suis pas Camerounais, que je ne sais pas la situation économique du Cameroun. Je suis l'une des personnes qui connaît très bien la situation et la trésorerie tendue de l'État du Cameroun, puisque je suis pratiquement en réunion au ministère des Finances chaque fois. Mais je dis seulement, apprenons à négocier. Il faut déjà qu'on se le dise, c'est la première entreprise du pays, l'État. L'État redistribue la croissance à travers les salaires. L'État redistribue la croissance en payant la dette intérieure auprès des entreprises. L'État redistribue la croissance à travers les infrastructures. Et dès que cet État s'arrête ou ralentit, on sent cela dans tout le pays. Donc, il est important que, effectivement, les salaires soient bien payés par l'État, qu'ils soient à la hauteur des attentes des travailleurs. Il est important que l'État ait des ressources pour payer les PME qui prestent pour elle, et j'en passe. Est-ce que l'État pouvait faire mieux? Nous disons, l'État peut faire mieux. L'État a un train de vie qui continue à donner... À nous inquiéter. À inquiéter tout le monde. Il n'y a qu'à voir la qualité des voitures dans lesquelles les fonctionnaires roulent. Parce qu'on ne va pas faire de la philosophie. Regardez la qualité des voitures dans lesquelles nos fonctionnaires roulent à Yaoundé. Ce sont des 4x4, très souvent des 4x4 de 160 à 180 millions de nos francs. Et vous verrez, même des chefs de service ont ce type de voiture. Pour dire qu'on peut. Il y a des frais de bouche qu'on voit dans le budget de l'État qui sont énormes en termes de milliards de francs CFA dépensés. Donc l'État, le combat que, par exemple, les institutions internationales mènent contre l'État, c'est son train de vie. Et on le dit
toutes les années, depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années que le Cameroun est sous ajustement structurel, on demande à l'État de baisser son train de vie, mais on a l'impression que cet État refuse de l'entendre. L'État s'est comporté dans cette histoire de hausse des produits pétroliers. Comme un État astucieux, je n'ai pas envie de dire délinquant. Parce que si je dis délinquant, on va vous faire un procès. Donc je ne dis pas délinquant. Hein. Pourquoi? Et c'est là où je rejoins, n'est-ce pas, les syndicalistes. Pourquoi n'avoir pas convié tout le monde, présenter la situation, discuter, négocier, avant d'arrêter tout ce qui a été prêt? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu de négociations à niveau? Non, il y a eu une réunion, s'il vous plaît. Il y a eu une réunion quelque part. On a même... Il y a quand même une réunion. Laissez-moi, pourquoi quand je monte, vous me faites descendre? Il y a eu une réunion. À un moment donné, on a envoyé les signaux où on parlait de 900 francs le litre et tout. Mais c'était fait exprès. Or, on savait par où on allait. Et puis, ce qui est difficilement croyable quand je parle de la délinquance étatique, c'est que vous ne pouvez pas décider de l'augmentation des prix des carburants vendredi et vous mettez cela en exécution samedi. Mais c'est planifié. Non, ce n'est pas planifié dans le sens où... Le président de la République, dans son discours de fin d'année, nous avait déjà annoncé qu'il y aurait augmentation. Et donc, la machine administrative s'est mise en branle pour préparer cette augmentation-là. Je ne vois pas le problème est où, à quel niveau? Le problème est au niveau où... Oui. Le problème est au niveau où, dans le communiqué du SGPM, n'est-ce pas, il vous dit que l'allègement de certaines charges, n'est-ce pas, le débat va s'ouvrir. Il vous dit que l'ouverture du dialogue avec le secteur privé par rapport au SMIC va se faire après. Il vous dit que, n'est-ce pas, le gouvernement envisage de mettre en œuvre à brève échéance des mesures n'est-ce pas, d'accompagnement. Il vous dit... Et on a une hausse des salaires. Non, oui, c'est vrai. Mais il vous dit que d'une manière générale, le gouvernement s'engage, n'est-ce pas, à poursuivre les négociations avec toutes les parties prenantes afin de mitiger l'impact du réajustement. Il vous dit après, ça veut dire que quand il vous le dit après, c'est le médecin légiste après la mort. Okay. Vous n'avez plus rien à dire. Oui. C'est comme dans l'arbre cathédrale où le prêtre parle, vous dites seulement Amen. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas faire cela en amont? Tous les Camerounais ne vivent pas de la même manière de ces augmentations. Je vous donne par exemple l'impact du pétrole dans la zone rurale. Je parle de chez moi. Le pétrole, l'essence coûte 840 francs à Yaoundé. Chez moi, dans mon village, en Dôme, c'est 1200 francs. C'est 1200 francs. Alors, pour que vous preniez la moto, pour aller d'un village à un autre, vous devez payer 3000 francs de transport. Ce qui veut dire que la zone rurale subit. Et quand vous savez même que lorsqu'on augmente les salaires, il y a combien de fonctionnaires dans la zone rurale? L'argent n'arrive même pas là-bas, puisque les fonctionnaires qui sont dans la zone rurale ont leur compte en ville. Donc quand on essaie on leur paye les salaires, ils viennent en ville, ils achètent en ville et ils rentrent en ville. Donc ce qui veut dire que l'argent ne tourne même pas au niveau de la zone rurale. Donc ce qui veut dire que tout le monde ne sent pas de la même manière les augmentations qui peuvent se faire dans un pays. Tout le monde ne sent pas, mais le fonctionnaire soigne le parent qui est au village. Lorsque papa et grand-père ou grand-mère est malade, c'est le fils qui travaille en ville qui envoie les médicaments. Oui. C'est pour cela que je dis, le fonctionnaire, l'impact de l'augmentation des salaires sur le fonctionnaire n'est pas négligeable parce qu'il y a un effet multiplicateur qui va jusqu'à dans la campagne. Peut-être pas dans le sens que vous voyez, mais il est évident qu'on sait tous que quand on est travailleur au Cameroun, on porte sur soi une dizaine de personnes. Oui, mais Thierry,
Lorsqu'on est salarié au Cameroun, Thierry, on porte au moins une dizaine de personnes lorsque sur son vous dos. envoyez des médicaments, C'était un exemple. Hein. oui, non. Vous avez le même exemple. Lorsque vous envoyez les médicaments au village, ce sont les médicaments que vous envoyez. Est-ce que ça fait tourner l'économie du village? Ça fait comment? tourner indirectement parce que Normalement, la personne si qui est vous malade... envoyez l'argent, si vous envoyez l'argent au village et qu'il y a ce qu'on appelle pré-pharmacie sur quoi là-bas, et qu'on achète ces remèdes là-bas, là, ça peut faire tourner l'économie du village. L'économie du village a besoin de travailleurs en bonne santé. De toute façon, lorsque quelqu'un travaille, il est productif et il permet à l'économie de tourner. Lorsque vous avez soigné un parent et qu'il se remette à travailler, l'économie locale profite. Alors, je viens de vous dire combien coûte le litre d'essence. 1200 francs. Hein? Comment ce villageois va acheter ce litre d'essence? Il paie le transport à 3000. Dans la foulée, voilà. Les syndicats ouvriers du Cameroun ont eu une rencontre avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ona. Et on a eu quelques informations qui ont fuité, notamment, il y en a qui ont demandé que le SMIC soit porté à 100 000 francs, hein, suite à la hausse des carburants à la pompe. Peut-être que ça aurait été... ça aurait eu un effet multiplicateur plus avantageux pour le petit peuple parce que le SMIC, le salaire minimum, ça, on aurait peut-être ressenti. Mais encore une fois, Patrice, est-ce qu'on est... Voilà une négociation qu'il y a eu. Mais on voit un peu l'esprit des syndicalistes, des organisations syndicales qui, visiblement, ne tiennent pas compte de l'environnement économique pour faire des propositions, ma foi, qui ne sont pas réalistes. Est-ce qu'on pourrait penser qu'on pouvait aller à 100 000 francs le SMIC pour juguler la vie chère? Eh bien, c'est vrai, je voudrais déjà saluer M. Diallo, comme on l'appelle le ministre ONA, pour dire à M. le syndicaliste qu'effectivement, il y a aussi des cas de concertation. Peut-être il n'a pas été convié aux autres, mais il y a toujours eu des cas de concertation. Bon, je n'ai pas été mandaté par lui, mais ça, c'est une information qui a été portée à l'attention du public. Maintenant, si je peux me prononcer sur la question du SMIC, moi, je pense que le mal, il est profond. Il est profond quand même parce qu'en réalité, au jour d'aujourd'hui, les entreprises font face à d'énormes problèmes. Si on décide par exemple, de fixer le SMIC à 100 000, c'est bien beau, on voudrait même aller à 200 000, mais quelle est la situation des entreprises au Cameroun aujourd'hui? Vous avez par exemple des entreprises qui travaillent avec l'État, qui attendent 2 ans, 1 an et demi pour être payées. Comment ces entreprises... Une facture. Oui, pour être payées. Parce qu'en réalité, on paye les salaires après avoir encaissé de l'argent. Donc, vous voyez un peu le schéma. Donc, c'est un problème que les pouvoirs publics doivent résoudre. Je pense même que le Parlement devrait se saisir de ce dossier parce que ça rentre quand même dans les éléments d'attractivité. Quand on parle d'investir au Cameroun, d'attirer X, Y, Z, si les conditions de rémunération, de paiement des factures ne sont pas réunies, je pense que vous pouvez même envisager le SMIC, même à 60 ou 70 000, s'il ne peut pas être payé, ça ne sert à rien du tout. Donc, il faut résoudre ce problème. Et je vais aller plus loin en disant qu'au-delà de ces contraintes, vous avez aujourd'hui, on encourage les banques, l'État demande aux banques d'octroyer du crédit. Là-bas, le problème, c'est encore plus compliqué parce que vous allez vous rendre compte qu'on encourage un promoteur ou un chef d'entreprise à aller à la banque hypothéquer sa maison. Alors, il y a un réseau qui se met en place entre le banquier et celui qui doit payer. Ils font tout pour retarder le paiement. À la fin, votre hypothèque ou votre maison vous est vendue aux enchères. Il y a même d'autres qui n'ont peut-être pas les possibilités d'aller dans ces banques-là, qui vont emprunter du crédit. Quelque temps après, aller au tribunal, vous allez voir comment un parent responsable est envoyé en prison parce qu'il n'a pas pu honorer. Donc il faudrait quand même, voilà, il n'a pas pu honorer à ses engagements. Il faudrait que tous ces outils soient analysés. Que l'État nous dise aujourd'hui, bon, voilà, nous allons fixer le SMIC à 100 000. Moi, je prends l'engagement, désormais, les factures doivent être payées 30 jours après. Vous allez voir que chacun va essayer d'honorer. Et au-delà même de cette absence de paiement, au niveau pour ceux qui sont des prestataires, il y a même le secteur public, même les grandes entreprises aujourd'hui ne payent pas, parce que vous allez vous rendre compte que certains DG, excusez-moi, sont prestataires dans les mêmes entreprises et donc privilégient leur paiement. Ça pose un problème. Mais ce qu'on peut aussi peut-être proposer, c'est que les uns et les autres,
quand je dis les uns des autres, c'est justement le secteur privé et même cet État-là poursuivre des cadres de concertation pour comprendre effectivement jusqu'où on peut aller et quels sont les mécanismes d'injection de l'argent dans le circuit. Parce que l'État n'est pas prestataire. L'État utilise le secteur privé pour réaliser, pour consommer le budget, ainsi de suite. Comment ça se fait pour que ces entreprises soient rémunérées dans le temps? Est-ce que l'État même ne peut pas signer des conventions avec ces banques privées qui, ai-je appris il y a quelques années, sont en surliquidité pour que les entreprises privées, en tout cas ces banques privées, puissent payer d'avance les factures et l'État va régler plus tard. Il y a aussi... Le SMIC à 100 000 francs en réponse à la hausse des prix des produits, c'est quand même des ambitions quelque peu démesurées des organisations syndicales, si on tient compte de l'environnement économique actuel de notre contexte. La détermination du SMIC, ce n'est pas le décret. On ne peut pas venir dans une réunion, on commence à dire c'est 100 000, c'est 200 000. Parce que chez le voisin, c'est plus que ça. Ce n'est pas le voisin, on ne suit même pas ce qui se passe chez le voisin. L'Organisation internationale du travail, dans sa convention 131, a donné les éléments qu'il faut voir pour augmenter le SMIC dans un pays. Il faut d'abord tenir compte de l'évolution de l'inflation, tenir compte de l'économie des entreprises, tenir compte des intérêts et tenir compte du niveau de vie, des travailleurs dans un pays. Donc, on venait d'augmenter le pétrole de 15%. On n'a pas permis aux entreprises de faire les études pour voir l'impact de cette augmentation. On n'a même pas l'économie, la situation économique des entreprises, que subitement, on nous dit c'est 100 000. Il y a des camarades qui ont proposé ces 100 000, mais nous autres, nous avons dit pourquoi pas est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, renégocier les conventions collectives qui Alors, font j'en viens, au niveau des entreprises? Je vais vous donner dans la solution. J'en viens. Parce que quand nous étions avec le ministre, et d'ailleurs, il a tenu une réunion avec le patronat. Qu'est-ce que le ministre du Travail a dit? Le ministre du Travail, lui, il a dit que le SMIC dont on parle, c'est pour les petits salaires. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut aller réviser les conventions collectives. Par exemple, vous êtes à la CIATV, ici. Il y a une convention à la CIATV qui n'est pas encore révisée depuis. Il faut vite aller réviser cette convention collective et c'est en fonction de la situation économique de l'entreprise que les gens vont essayer d'augmenter les salaires. Quand on augmente je pense que la convention collective ne crée pas le miracle. On ne peut redistribuer que ce qu'on a. C'est un peu le langage. Est-ce que ce n'est pas parfois aussi la mauvaise foi des employeurs? Non. Attendez, nous avons Thierry, donc, par exemple, qui est DP, n'est-ce pas? Moi-même, je suis journaliste. D'accord? La convention collective, on a décidé qu'on pouvait affecter tel salaire. Mais est-ce que nous sommes capables, est-ce que les chefs les entreprises de presse sont capables de donner un salaire, par exemple, de 250 000 ou de 200 000. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dis que, en réalité, s'il vous plaît, monsieur Bessala, je voudrais dire que cette histoire, les syndicalistes, parfois, s'avancent. Non, si les employeurs de médias trouvent que leur convention collective, ils ne peuvent pas payer 250 000, mais ils ne vont pas arrêter une guide des salaires de 250 000. Ce n'est pas le syndicaliste qui décide, c'est la négociation entre employeurs et travailleurs. Et ils mettent sur la table l'économie de l'entreprise. Alors le problème qui se pose aujourd'hui, et laissez-moi vous le dire, je ne comprends pas pourquoi jusqu'à ces jours-ci, la convention collective des journalistes n'est toujours pas signée. Après 10 ans. On peut vous expliquer ça ici. Mais pourquoi ce n'est pas signé? On n'est pas signé parce que, Souley vient de vous le dire, les entreprises de presse n'ont pas les moyens d'honorer les engagements qui sont contenus dans cette Alors voilà ce que je vais aller plus loin. Dans cette convention. Oui. Je vais aller plus loin. Les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise qui, en réalité, produisent les richesses au travers, n'est-ce pas, des travaux qu'ils présentent ou alors des opérations qu'ils font, ils ne peuvent plus être payés parce que prioritairement, on a devant soi un gestionnaire de crédit qui lui-même fonctionne avec des entreprises et quand
et qui prioritairement affecte les ressources, n'est-ce pas, pour lui-même. Donc ça là, c'est extrêmement important de le voir. La convention collective des journalistes ne sera jamais signée. Le débat n'est pas sur les problèmes de la presse. C'est la convention collective de la presse. La convention collective de la presse. Est-ce que vous êtes sûr que si on la revise aujourd'hui, elle est de nature à nous permettre à la presse de lutter contre la vie chère? C'est ça la question. Oui, mais il faut que les Je voudrais dire ceci. Vous m'avez retiré la parole, c'est ça? Et je voudrais dire ceci, et c'est à peu près le débat que nous avons avec l'État. Nous sommes tous d'accord que les 5% que l'État a donnés ne suffisent pas à renforcer le pouvoir d'achat des ménages. Mais nous aussi, ici, on a tous constaté que l'État a des contraintes qui ne lui permettent peut-être pas d'aller au-delà de 5% d'augmentation. Cela est vrai pour l'État, cela est vrai pour certains secteurs d'activité, notamment le secteur des médias. Et c'est cela que, sous les dit, vous n'allez pas demander à quelqu'un de payer un argent qu'il n'a pas. Vous n'allez pas demander, par exemple, à l'État de payer plus alors que ses ressources ne lui permettent pas de le faire. Le débat, donc, est celui-là. Et je crois que lorsque le président Bissala parlait de l'augmentation du CIMIC, il a parlé de l'environnement économique. Donc, ne faisons pas des propositions qui sont en dehors de notre environnement économique, qui est un environnement économique assez difficile. Les ressources que l'État donne sont déjà un appui, sont déjà acceptables. Mais il faut peut-être que l'employé camerounais, le travailleur camerounais s'ajuste. Je prends le cas d'un pays que j'ai visité qui s'appelle les États-Unis, où j'ai vu des gens qui faisaient 2 à 3 travaux pour tenir. Donc, il faut peut-être que le travailleur camerounais comprenne que les seules ressources qu'il a de l'État ne vont plus permettre d'avoir un train de vie acceptable. Et donc, première chose, s'ajuster en créant... En devenant des travailleurs indépendants. En créant une activité qui peut être secondaire, notamment, je dis n'importe quoi, ça peut être une activité nous sommes tous ici des travailleurs de la terre, ça peut être ça. La deuxième proposition que je souhaite faire sur le débat que nous avons aujourd'hui, c'est de dire que depuis que je suis journaliste, ça fait une vingtaine d'années, on a le même problème qui revient, c'est-à-dire le train de vie de l'État qu'il faut réduire, les salaires qui ne permettent pas aux employés, aux travailleurs de tenir. Alors, cela montre très bien que le modèle économique que nous avons hérité de la colonisation est essoufflé. Il faut effectivement réfléchir à quelque chose qui permette à notre État revenir à une économie communautaire, quitter l'économie capitaliste. Il faut réfléchir à quelque chose qui nous permette de sortir finalement de ces ajustements structurels qui n'en finissent pas. Et là aussi, nous sommes tous des Camerounais, nous pouvons bien faire des propositions pour que notre État, chacun à son niveau, faut un débat. Le président de la République avait signé le décret, n'est-ce pas, sur la journée continue, parce qu'on espérait qu'après avoir travaillé jusqu'à 15 heures, on peut faire autre chose. Le reste du temps, on peut faire autre chose. Mais sauf que la crise a dévasté presque tout au point. Il est difficile aujourd'hui de faire autre chose. Parce que peut-être, quand vous voyez quelqu'un qui va au boulot à 7 heures, il est amorti par la distance qu'il parcourt. Sur un autre paradigme qui laisse à ce qu'on travaille un jour sur 2, c'est-à-dire on travaille lundi, mardi on ne travaille pas, et on repart mercredi. Ça, c'est une chose. Ou bien l'État du Cameroun a donné 5% sur le salaire, mais peut beaucoup mieux faire, serait la mention. L'audience solennelle de rentrée judiciaire au titre de l'année 2024 a eu lieu cette semaine dans la grande salle d'apparat de la Cour suprême. En présence des chefs de cour d'appel, des tribunaux inférieurs du contentieux administratif et des tribunaux inférieurs des comptes. Le gouvernement était également présent à cette audience. Écoutons le procureur général Luc Njodo et le premier président de la Cour suprême, Daniel Moko-Bessonné, sur la Chambre des comptes et sur le rôle de la justice dans la consolidation de l'état de droit au Cameroun.
Au regard de l'arsenal juridique, on devrait s'attendre à une gestion efficiente des multiples contentieux qui naissent et foisonnent devant les juridictions dans notre pays. On devait dire avec Ulpien, je cite, « Rendre justice, c'est rendre à chacun ce qui lui revient, sans toucher à l'intérêt général. » Fin de citation. En dépit des efforts déployés pour rendre justice, l'institution judiciaire demeure au centre des préoccupations des citoyens. L'appréciation globale de la justice par l'opinion publique est parfois très sévère. François Sarda a écrit à ce sujet, je le cite, « L'opinion est mal informée en matière judiciaire. Elle est, par défaut, dans l'ignorance des structures et des procédures, dans la confusion du rôle des magistrats du parquet et du siège. Elle ne sait pas comment se prépare et se réalise une décision de justice. L'opinion est également mal informée par essai lorsque, à propos de quelques affaires généralement scandaleuses, elle apprend détails, erreurs et allumaries. » Fin de citation. Tout pouvoir exige un trésor. Tout trésor exige un compte. Tout compte exige un juge désintéressé. En deuxième tableau, nous parlons du transport urbain et interurbain, dans l'attente bien sûr des nouveaux tarifs. Mais déjà, on sait qu'à la suite des concertations qu'il y a eu entre le gouvernement et certaines organisations syndicales, Desfossonquin, qui est président du syndicat national des transporteurs urbains, a dit à RFI, ces propos ont d'ailleurs été abondamment relayés, qu'en attendant l'officialisation, le prix du taxi en journée serait de 350 francs et celui de nuit 400 francs. Maintenant, nous sommes dans la logique de l'allègement. Il faut pouvoir soulager le consommateur, les ménages, du coût élevé de la vie. Est-ce que ce qui se dit là sur les tarifs du transport urbain et interurbain est de nature à nous rassurer? Est-ce qu'on va permettre aux transporteurs de pouvoir alléger les charges d'exploitation, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi? Le gouvernement a demandé aux transporteurs qu'il allait voir autrement sur certaines taxes. Les camarades, ils trouvent qu'il faut augmenter le prix. D'ailleurs, même si on augmente ce prix-là, le plus souvent on a dit 300 francs. On paye 100 francs. On paye 100 francs. Donc moi je pense qu'il faudrait plutôt qu'ils s'entendent avec le gouvernement pour enlever certaines taxes. Oui, il faut dire que c'était prévisible. C'était prévisible. À partir du moment où on augmente le prix du carburant, en dehors du transport, il y a plein, en tout cas tout va augmenter, même les produits sur le marché, et ainsi de suite. Donc c'était prévisible. Mais ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'aujourd'hui, l'État devrait, en principe, ou plus que jamais, solliciter le secteur privé et l'accompagner de façon sincère. Puisque s'il faut peut-être augmenter le prix, disons, du transport interurbain, avec ce qu'on a augmenté sur le salaire, je ne pense pas que ça puisse véritablement résoudre le problème. Si vous avez par exemple une famille avec 5 ou 6 enfants qui vont à l'école tous les matins, je pense que il faudrait forcément que les 5% repartent sur le transport. Au-delà de ça, je pourrais également ajouter en tout cas, le regard que je porte sur justement l'augmentation éventuelle des prix sur le transport, c'est celui de la disponibilité des pièces. Parce qu'on nous a peut-être parlé du taxi, il n'y a pas de pièces, donc forcément on prendra les 500, ainsi de suite. Donc ça sera un diktat qui sera imposé par les transporteurs et c'est le consommateur qui souffrira davantage. Avant peut-être que le syndicaliste ne réponde, il faut préciser que lorsque les tarifs avaient été augmentés, les tarifs actuels, l'État avait précisé que c'était des tarifs planchers et que la négociation se faisait entre le client et le transporteur. Ça veut dire qu'à l'époque, le taxi, je crois, il était
à 250 francs ou 300, c'était le prix plancher et chacun pouvait dire j'ai 250, j'ai 300, j'ai 400. Ça, c'était l'esprit de la dernière hausse. Je crois qu'on est toujours dans cet esprit-là où la loi du marché va imposer d'elle-même l'augmentation des prix. Parce que si on a fait 11 ou 15% d'augmentation de prix de carburant, il va de soi que pour que la voiture puisse rouler chaque jour, il faut des ressources additionnelles. Et qui va les donner, ce n'est que le transporter. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a 15% d'augmentation de prix de carburant de ne pas demander un peu plus à son client. Sinon, il ne va plus rouler demain. Et ça, je ne vois pas ce qu'un syndicaliste peut faire. Je ne vois pas. Je ne vois pas ce que les contrôles pourraient faire. Il vaut mieux faire ce que nous rester dans un esprit de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans une situation comme celle-là où tout le monde est mal à l'aise, essayer d'encourager la négociation entre le transporté et le transporteur. Oui, je pense même qu'il y a aussi un problème de la rareté même des transporteurs. Parce qu'aujourd'hui, après le travail, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas suffisamment de taxis. Et donc, les usagers se livrent aux propositions. Donc, parfois, on commence à 500 et le taximan ne va que prendre celui qui a proposé les 500. Donc, il décide de prendre un trajet 500, oui, en 250, ok, c'est officiel, mais je ne te prends pas. Donc, du coup, ça sera inévitable. Mais on appelle à la solidarité des uns et des autres. Il faudrait que les transporteurs comprennent qu'il s'agit d'un problème général. Ils ont également des familles. C'est vrai que le prix du carburant ne se négocie pas, c'est une réalité, mais il faudrait également qu'on mette de l'âme dans ce que nous faisons pour se soutenir, afin qu'on puisse ensemble traverser cette rude épreuve. Puis je dirais que la solution, c'est le transport public. Oui, effectivement. La solution, c'est le transport public. Ça fait depuis plusieurs années, on entend dire, on va faire les bus, et puis on nous a promis, par exemple, que le tramway, on va faire le tramway, ou bien on va utiliser le tronçon au Bala Benguela, on va mettre un train qui viendra prendre les travailleurs le matin et le soir. Et les gens ont donné les idées. Il nous faut le transport public. Tant qu'on n'a pas le transport public au Cameroun, ah oui, le taximène ce n'est pas le transport public. Hein. Ce sont des hommes d'affaires. C'est les gens qui ont sorti l'argent et ils veulent rentabiliser leur argent. Vous n'allez pas leur demander, ce n'est pas à vous de fixer les prix. C'est parce que vous comprenez, c'est de ça qu'il s'agit. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas de transport public que nous sommes en train de subir ce que nous subissons. Oui, je suis désolé, peut-être je le dis comme ça de façon tranchée, qu'il y a plusieurs membres du gouvernement qui travaillent à contre-courant, n'est-ce pas, de la volonté et du cap fixé par le chef d'État. Et du coup, on est aujourd'hui à vouloir traîner le Cameroun vers ce que certains appellent, n'est-ce pas, la gouvernance de l'improvisation. Et tout ça et c'est pour ça que je dis, quand je parle de la gouvernance par improvisation, je cible, n'est-ce pas, ce que les gens veulent faire à partir des prix. N'est-ce pas, c'est de la poudre aux yeux. Je vous prends un exemple. Chez moi, pour faire les 5 km, n'est-ce pas, de l'arrondissement de Bokuta à Tchékos, c'était 1000 francs. Depuis quelque temps, c'est 1500. N'est-ce pas? Comment vous faites pour demander au mototaxi qui est carré sur 1500, n'est-ce pas, de vous porter à 1000 francs? Donc, tout cela fait en sorte que il est souhaitable qu'on réfléchisse autrement. Et si, par extraordinaire, les mesures, n'est-ce pas, de diminution des tarifs sur les taxes pouvaient être visibles. Mais là encore, il va falloir une autre discussion avec les services des impôts, les services de collecte des taxes. Et ça n'a pas été fait. C'est pour ça que nous parlons, n'est-ce pas, du médecin légiste après la mort, quel que soit ce qu'il va présenter, mais il n'y aura plus
possibilité de réveiller le mort. Dans le prolongement du traitement du message du président de la République à la jeunesse le 10 février, regardons le chef de mission de l'OIM, Organisation internationale pour les migrations. Abdelrahman Diop se félicite de ce que le chef de l'État a évoqué la question des migrations dans sa prise de parole. L'OIM travaille bien sûr aux côtés du gouvernement camerounais pour la promotion des migrations sûres, ordonnées et régulières au bénéfice des migrants et de la société tout entière. Je voudrais d'abord dire que tout le discours de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, m'a semblé inspirant, holistique, mais également un discours qui appelle à l'action. Inspirant parce que le plan triennal, justement, sur les questions d'import-export a été cité. Ça montre qu'il y a effectivement une vision qu'il faut prendre en compte. La deuxième chose, comme je l'ai dit, c'était holistique. Holistique parce que quand vous le suivez, vous retrouverez des éléments liés à la lutte contre la migration irrégulière, quand il parle d'emploi, d'éducation, de formation professionnelle. Vous trouverez effectivement des questions liées aussi à la question à l'intégration des migrants, donc une fois que le retour se fait. Et là, vous allez y trouver des aspects liés à l'intégration, à la cohésion sociale, quand il parle de tolérance notamment. Vous trouverez également dans ce discours les questions liées à l'accueil. Comme il est dit, le Cameroun est un pays qui intéresse aussi beaucoup de personnes, donc qui viennent s'installer dans ce pays. Donc, c'est un discours que j'ai trouvé également, comme je disais, holistique, parce que ça couvre ce que nous on appelle les 360 degrés liés à la migration. Le départ, le transit, mais aussi l'accueil, la destination. Nous sortons de la 9e édition de Promote, le salon multisectoriel qui était organisé au Cameroun et donc qui s'est achevé ce dimanche au Palais des Congrès, c'est cela. Eh bien, l'année dernière, c'était le SAGO, Salon d'action gouvernementale, l'action gouvernementale, la 12e édition qui s'est tenue au Palais des Sports jusqu'au 29 juillet. Le SAGO se veut une plateforme d'échange et de vulgarisation des politiques publiques nationales. Le salon se caractérise par des expositions, des conférences, des ateliers et des rencontres. C'est bien tout cela et on le voit habituellement. Ces salons règlent quel problème? Je voudrais dire que depuis la sortie de la crise du Covid, les pays ont considéré l'événementiel comme étant un outil incontournable de développement. Si on prend le cas par exemple du SAGO, un événement qui se tient sur pratiquement 9 jours, vous allez vous rendre compte que pendant la période d'événement, nous créons minimum 2000 emplois. Vous avez des personnes qui viennent des autres régions du pays du Cameroun, qui viennent même de l'étranger, qui logent dans les hôtels à Yaoundé, qui achètent, qui mangent, qui permet à la restauration de tourner. Vous avez les imprimeurs, vous avez même la communication, c'est-à-dire tout à l'heure, les journalistes se plaignaient du fait qu'ils n'arrivent pas à honorer leur engagement, du fait de l'absence de publicité, qui est quand même la principale ressource de la presse. Donc, si on prend par exemple le cas du SAGO, où nous affectons au moins 150 millions chaque année sur la communication, qui permet quand même de redistribuer au niveau de ces médias-là. Donc, c'est un outil véritable de développement. Mais la question aujourd'hui est, est-ce que c'est véritablement encadré au Cameroun, l'organisation des événements? Vous allez vous rendre compte que il n'y a pas encore véritablement un département ministériel qui permet, ou alors qui a la charge de l'organisation des événements. L'organisation des événements dépend de la préfectorale qui donne l'autorisation. C'est-à-dire, vous avez une idée, tant que le préfet ou le sous-préfet ne vous a pas donné une autorisation, vous ne pouvez pas organiser un événement. Or, c'est un outil incontournable de développement. Ailleurs, les événements s'organisent presque toutes les semaines. Donc, dans chaque secteur, cette semaine, c'était l'événement, ainsi de suite. Ça permet justement de booster l'activité économique. Je voudrais aussi souligner ce problème qui est celui de l'absence même de sites d'organisation des événements. Vous avez au Cameroun, on a 2 sites. Il y a déjà le Palais des Congrès. En tout cas, à Yaoundé, il y a le Palais des Congrès. Il y a le Palais polyvalent des sports qui sont certes, en tout cas, on parvient à s'adapter. Mais ça n'a pas été conçu pour l'organisation des salons. Qu'est-ce que l'État fait pour encadrer ce secteur-là qui permet quand même de booster l'économie? Je pense qu'il faudrait que la réflexion soit menée, que ce soit véritablement organisé. Et maintenant, sur le plan même du gain, sur le plan national, si vous permettez la répétition, je dirais qu'au-delà du fait
que ça permet de vendre tout un pays. Pour ce qui est du SAGO, nous, on vend des politiques publiques. Il faut que les uns et les autres sachent comment ça se fait. Il faut que les citoyens s'intéressent à l'activité du gouvernement. Il faut que les citoyens s'impliquent. Cela passe par la communication. On gagne toujours en ce qui concerne les foires. Mais je suis, en tant que syndicaliste, j'ai toujours posé cette question en matière d'emploi. Parce que normalement, quand on organise des foires dans un pays, la première des choses, c'est créer les emplois, que ce soit les emplois temporaires et tout ça là, qui est quand même de gens qui travaillent là tout autour de ce qu'on organise. À travers ces rencontres, parce que quand vous prenez Promote, on peut mesurer à travers la prestation, la présence des exposants, le taux de fréquentation de la population, ça peut permettre, n'est-ce pas, aux entreprises, n'est-ce pas, de se mettre sur orbite et de se regarder voir par les populations. Depuis que le SAGO se tient, on a le sentiment que l'administration s'est améliorée. Elle a amélioré ses prestations et elle est devenue de plus en plus présente parce qu'au départ, c'est un ministère ou certaines administrations boudaient. Mais chemin faisant, quand le SAGO a pris son envol, la dernière était très courue. Quelles sont les retombées de ces salons? Est-ce qu'il y a des choses que nous ne percevons pas? Oui, il y a beaucoup de choses qu'on ne perçoit pas. Je voudrais commencer en disant que le Cameroun n'a pas suffisamment de salons, n'a pas assez de salons ou de foires. Il faut déjà qu'on comprenne qu'on ne sature pas. Il y a de l'espace encore pour des foires et des salons spécialisés ou des multisectoriels. La deuxième chose que je souhaite dire, c'est que le salon, c'est un endroit où on se retrouve pour présenter son savoir-faire, pour présenter l'évolution dans une filière. La vente est accessoire. Tant que les économies existent, elles ont besoin d'un bain de soleil, d'être visibles, d'être exposées. Et le salon, par exemple, c'est un outil de promotion économique, un outil d'affirmation du savoir-faire d'un pays, pour le cas de Promote qui est un salon international. C'est à partir de Promote, le Cameroun présente son économie non seulement à la sous-région, mais au continent et au monde. Le Cameroun montre son attractivité dans tous les secteurs économiques. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable financièrement. Les contrats qui se nouent à Promote sont parfois signés 12 mois après, hors de Promote. Mais les contacts, très souvent, ont été amorcés à Promote à travers des B2B que nous organisons, à travers des apéros thématiques, à travers des rencontres dans des stands, à travers des débats et conférences. Chaque salon a sa ligne directrice. Chaque salon a son rêve, n'est-ce pas? Thierry vient de parler de Promote. J'ai parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, du SAGO, du salon qui permet de créer la proximité entre l'administration et les administrés. Encore, il faut dire qu'il y a l'année dernière, le Cameroun a organisé le tout premier SAFER, le salon africain, n'est-ce pas, de la femme rurale, où on a vu, n'est-ce pas, les dames s'échiner, sortant de partout, avec des productions agricoles incroyables, n'est-ce pas? Et tout le monde pense qu'il faut rééditer l'exploit. Donc, c'est en cela que je disais que quand on est ensemble, on n'est plus seul. Et il faut multiplier, au besoin aider à ce que les uns et les autres, n'est-ce pas, continuent d'être ensemble, peut-être pour se partager les expériences. Peut-être. Et je crois que l'administration camerounaise aujourd'hui, grâce au SAGO, se porte de plus en plus mieux. Vous avez vendu le SAGO mieux que... Sur le plan de la communication. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de ce programme, Scène de presse. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder. Bonne suite des programmes sur la CRTV.